Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 5 décembre. Coopération sud-africaine avec l'arrivée prévue ce soir à Alger du président sud-africain Cyril Ramaphosa, une visite d'État à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Réimaginer l'Afrique par l'intelligence artificielle, c'est le thème de la 3e édition de la conférence africaine des startups ayant débuté ce jeudi à Alger, marquée par une allocution du président algérien Abdelmadjid Tebboune, lu en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui. « 426e jour du génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève à 44 580 martyrs et 105 739 blessés. Amnesty International accuse dans un rapport l'antisémitisme de commettre un génocide contre les Palestiniens. Corée du Sud, malgré les nombreux manifestants dans la rue, le président conservateur Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir, son parti s'opposant à la motion de destitution qui doit être soumise au vote samedi au Parlement. En France et au lendemain d'une censure historique, le président français Emmanuel Macron reçoit Michel Barnier, démissionnaire, avant de consulter les présidents des deux chambres du Parlement. Bonsoir à tous. Les relations algéro-sud-africaines à l'honneur ce jeudi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa entame aujourd'hui une visite d'État en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et à l'occasion de la visite d'État à Alger du président sud-africain, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a co-présidé aux côtés de son homologue sud-africain Ronald Lamola les travaux de la 7e commission mixte algéro-sud-africaine. L'occasion pour Ahmed Attaf de rappeler que la visite d'État qu'entame ce jeudi le président sud-africain coïncidait avec la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. ويكفينا فخرا أن القضية الفلسطينية Il nous suffit d'être fiers que la cause palestinienne ait trouvé en Afrique du Sud le meilleur soutien pour briser le mur de l'impunité avec lequel l'occupation des colonies israéliennes s'est longtemps protégée pour échapper à toute responsabilité ou punition. Dans la même mesure, la cause palestinienne a trouvé en Algérie la voie défendant sans relâche les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans d'autres enceintes internationales et régionales. Nous sommes également très fiers d'être unis aux côtés de nos frères du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, afin de leur permettre d'exercer leurs droits inaliénables, imprescriptibles et non négociables à l'autodétermination, conformément aux dispositions pertinentes résolutions internationales émises à la fois pour les Nations Unies et pour notre organisation continentale. Une des belles coïncidences qui mérite toute la mention et tous les éloges, c'est que cette visite présidentielle intervient au moment où nous commémorons le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays frères, des relations qui ont marqué de longues décennies de solidarité fraternelle et de lutte commune contre la honteuse domination coloniale et contre l'odieux régime
de l'apartheid et des relations qui ont établi entre nous des traditions de consultation étroite, de coordination étroite et de soutien mutuel à différents niveaux, bilatéral, continental et international. ثنائيا وقاريا ودوليا. De son côté, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a cité les domaines stratégiques de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et les perspectives de coopération à venir. Currently, some of the areas of cooperation and Certains domaines de coopération actuels avec l'Algérie ainsi que ceux nécessitant un renforcement incluant des secteurs spécifiques tels que le pétrole et le gaz, l'industrie de l'hydrogène vert, les infrastructures, le secteur automobile, l'aviation, la transformation agricole, les exportations de machines industrielles, les services financiers, l'hôtellerie, les produits pharmaceutiques ainsi que les services bancaires, d'assurance et financiers. De plus, le développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie figure parmi les priorités entre autres. Et ce jeudi également, les travaux du Forum économique algéro-sud-africain ont débuté à Alger, co-présidé par le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, et le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parks Tau. Ce forum économique réunit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques des deux pays, représentant divers secteurs économiques et domaines d'investissement. Il est placé sous le thème pour un partenariat durable et productif. Il faut savoir que les relations historiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud ont amorcé ces dernières années une nouvelle ère grâce à la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les liens de fraternité et d'amitié, les unissant depuis les années 50. Le point avec Tinhin Al-Makassi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa entame ce jeudi 5 décembre 2024 une visite d'État en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques qui lient les deux nations. Son indépendance arrachée, l'Algérie sera le porte-parole des nations africaines engagées dans la lutte contre la domination coloniale sous toutes ses formes. À son tour, l'Afrique du Sud libérée de l'apartheid s'engagera en faveur d'une Afrique unie. À l'instar de l'Algérie, elle fera de sa diplomatie le porte-parole des causes justes, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui donne ce caractère particulier aux relations entre les deux pays, qualifiées souvent de l'axe Alger-Pretoria. Les deux pays ne ménagent aucun effort non seulement pour parachever le processus de décolonisation en Afrique, en soutenant la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et son autodétermination notamment, mais aussi pour une meilleure représentativité de l'Afrique dans les instances internationales. L'engagement de ces deux nations est aussi celui pour un Sud globalisé et des relations internationales plus équitables et justes entre le Nord et le Sud. Un engagement qui se caractérise également par ses prises de position courageuses en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est dans ce contexte de convergence de points de vue que les présidents sud-africains et algériens se donnent rendez-vous à Alger, alors que sur la scène mondiale, les bouleversements et les mutations mettent à mal les alliances traditionnelles. Cette constance des relations entre les deux plus grandes nations africaines permet aussi une certaine stabilité politique pour le continent africain. Surtout que les deux géants comptent élargir leur collaboration dans de nombreux domaines sécuritaires, économiques et stratégiques déjà en place. Et nous allons continuer de parler de ce dossier tout de suite avec notre invité du soir. Les relations algéro-sud-africaines, nous en parlons avec Mohamed Debah ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Debah, qui est ancien diplomate. Tout d'abord, Mohamed Debah,
Les relations algéro-sud-africaines sont très spéciales. Malgré la distance qui les sépare, les deux pays convergent vers la même direction, notamment en matière de plusieurs dossiers diplomatiques. Les deux pays défendant les causes justes dans le monde, notamment deux dossiers qui les tiennent particulièrement à cœur, la question sahraoui et le dossier palestinien. L'Afrique du Sud, elle était toujours chez nous comme étant frère et ami. Depuis que Mandela était déjà en prison, nous les défendons, tous les Africains. D'ailleurs, l'Algérie était le berceau, était la Mecque des révolutionnaires. Donc l'Afrique du Sud, elle faisait partie de nous. Et c'est comme cela que Mandela, dès qu'il est sorti en prison, il est venu nous voir. Oui. Permettez-moi aussi de rappeler donc les dossiers que les deux pays défendent ardemment, notamment sur la scène internationale, le Sahara occidental et la question palestinienne. Pourquoi ces deux dossiers sont défendus justement de cette manière de la part de l'Algérie et de l'Afrique du Sud? Est-ce justement dû à leur passé colonial? Le pourquoi, parce que déjà, tous les Africains révolutionnaires, ils ont été bercés en Algérie, dans cette Mecque des révolutionnaires. L'Afrique du Sud, elle était là. Elle ne peut pas faire autrement que suivre l'Algérie et être avec nous partout. Donc, le Mandela, il était déjà en prison et déjà il y avait des contacts. Quand il est sorti de prison, déjà il a commencé à venir chez nous la première fois pour essayer de voir comment les aider et comment les former. Donc il est venu, quand il est venu chez nous, déjà la formation de ces cadres, surtout ils ont été formés à l'école de Cherchel. Ils sont sortis des officiers et de là, ils sont partis en Afrique du Sud. Mandela, il est reconnaissant de cette Algérie qui a soutenu tous les révolutionnaires, qui a soutenu les causes justes, et l'Afrique du Sud ne pouvait pas faire autrement que continuer à soutenir les causes justes parce qu'ils ont vu que l'Algérie ne dépliait pas de sa position pour défendre ses causes justes. Et aujourd'hui, la coopération bilatérale est appelée à passer à la vitesse supérieure. Comment voyez-vous l'avenir des relations algéro-sud-africaines aujourd'hui? Il y a déjà des relations Afrique du Sud-Algérie, mais ça va continuer encore, surtout sur tous les plans, sur le plan économique et politique. Les faits sont là et on les a vus partout où la délégation algérienne était là, l'Afrique du Sud était avec nous, et même d'autres pays africains, parce que les pays africains, la plupart étaient reconnaissants de l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, dès le début, elle n'avait rien et tous les mouvements révolutionnaires étaient en Algérie. Même les Européens, même le Portugal, Marine Suarez était là. Il y a les Américains, les Power, tous ces gens-là reconnaissent la fidélité de l'Algérie, les positions de l'Algérie, des positions nobles. L'Algérie défend les causes justes. Oui. On l'a vu au début de ce journal, Mohamed Dabbah, l'Algérie et l'Afrique du Sud coopèrent dans divers domaines, notamment d'ordre stratégique. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays les ont notamment cités lors de la 7e commission mixte algéro-sud-africaine qui s'est tenue ce jeudi à Alger. Quels seraient, selon vous, les secteurs à développer entre les deux pays à l'avenir ? Pardon ?
Quels seraient les secteurs qui seraient appelés à se développer davantage entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, les domaines de coopération, pardon? Les secteurs, c'est surtout économique. Secteur de coopération. Les positions. Oui. La coopération économique, les secteurs les plus importants pour nous, c'est le secteur économique. Quant à la position diplomatique et politique, elle est connue, elle ne peut pas dévier à ce jour. Très bien. Je vous remercie, Mohamed Debah, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate algérien. Et je vous en parlais en titre également, réimaginer l'Afrique par l'intelligence artificielle. C'est le thème de la 3e édition de la conférence africaine des startups qui a débuté ce jeudi au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal. À l'ouverture de cette édition, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné l'importance de relever les défis de l'heure, notamment l'introduction de l'intelligence artificielle dans la consolidation de l'économie. C'était dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui. La nouvelle Afrique naissante, fidèle au sacrifice des générations de patriotes et de résistants à travers tout le continent, vous inspire la capacité de relever les défis alors que vous vous dirigez vers l'avenir avec l'ambition de ceux qui ont confiance dans la réussite et qui sont qualifiés pour maîtriser la technologie de l'époque en pénétrant dans ces domaines les plus complexes, comme celui de l'intelligence artificielle qu'il est inévitable d'intégrer dans les voies de consolidation de l'économie de la connaissance dans vos pays et élargir les domaines de l'entrepreneuriat et la portée des institutions émergentes comme pivot de l'économie contemporaine, garantissant l'efficacité et le rendement économique, comme cela a été prouvé dans les économies des pays développés. Et dans ce même contexte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné les progrès réalisés par l'Algérie depuis 2020 en matière d'économie de la connaissance. En peu de temps, depuis 2020, l'Algérie a réalisé des progrès significatifs dans la mise en place des éléments nécessaires à une économie de la connaissance entre les mains de ceux qui souhaitent investir, en particulier les jeunes d'aujourd'hui. Il existe des incitations sans précédent pour concrétiser leurs projets et transformer leurs innovations en réalisations tangibles qui contribuent à créer de la richesse et nous permettent de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés dans divers domaines. Cette expérience a permis à mon pays d'occuper une position de leader en Afrique grâce à des réformes économiques globales et radicales qui ont fait des entreprises émergentes un véhicule essentiel sur la voie de la reprise économique, bénéficiant d'un accompagnement constant et d'un encouragement continu. L'adoption d'un fonds spécial pour soutenir des entreprises émergentes dans le cadre d'une stratégie générale visant à établir des modèles de développement financier étendus à la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. En parlant de start-up, des start-up et les porteurs de projets algériens brillent également à l'étranger. Une délégation regroupant plusieurs jeunes start-upers se trouve actuellement en Corée du Sud où ils se mesurent au Gotha mondial du secteur, notamment au salon de Séoul 2024 consacré aux smart technologies en vue de saisir de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat. J'ai remarqué que beaucoup de sociétés et de start-up effectuaient une visite de ce salon et parmi elles des start-up algériennes. Et j'en suis sûre, taperont dans les yeux de ceux qui sont ici en vue de lancer de nouveaux partenariats et des collaborations. Tous ceux qui créent des sociétés ici seront sûrement intéressés par des collaborations avec les start-up algériennes. L'idée de prendre le meilleur de chaque partie et de les intégrer pour en faire un tout. C'est ainsi que les rapprochements se font. Nous pouvons envisager de travailler ensemble dans le cadre d'une coopération entre la République de Corée et l'Algérie dans le domaine des smart technologies.
L'application Mustafid, elle a le but pour digitaliser toute l'activité de la collecte, de transport et de la transformation et recyclage de tous les déchets domestiques. Donc ici, nous sommes dans la software Séoul 2024. On a trouvé une société qui fait le même travail que nous. Avec les mêmes principes, ils sont très développés dans le mode technologique, surtout dans la traçabilité de tout type de déchets qui va être recyclé et valorisé. Ça va faire gagner l'environnement et l'économie. Au lieu d'avoir une économie linéaire, on aura une économie circulaire qui peut gagner en autour de 2026 minimum 4 à 5 points dans le développement de son business. Et restez avec nous, ce 19h se poursuit. Tout de suite, notre dossier consacré à la situation dans la bande de Gaza. Au 426e jour du génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, les forces de l'entité sioniste ont commis au moins 5 nouveaux massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 48 martyrs et plus de 200 blessés. Ces massacres viennent alourdir le bilan des victimes de cette agression génocidaire entamée le 7 octobre 2023 pour passer à 44 580 martyrs et 105 739 blessés. Et le camp de Nusayrat, au centre de l'enclave palestinienne, a été visé ce jeudi par des bombardements des forces de l'entité sioniste, où au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. Hier, les habitants de Khan Younes au sud ont vécu un véritable cauchemar suite à des bombardements sur des tentes de déplacés de la zone d'Al-Mawassi. Un massacre ayant fait une vingtaine de martyrs et des dizaines de blessés. Naïla Hamouda y revient. L'horreur a de nouveau frappé la région de Khan Younes dans le sud de Gaza. Des frappes meurtrières qui ont touché le camp de déplacés d'Al-Mawassi, faisant au moins 20 martyrs et des dizaines de disparus. Un camp qui pourtant fait partie de la zone humanitaire devait en théorie être sûr. Une escalade de plus dans le génocide sioniste perpétré envers les Palestiniens. La première chose qu'ils ont frappé avec les Apaches a été 2 missiles sans avertissement. Puis il y a eu un ciblage lointain sur la 5e rue alors que nous étions dans la rue Al-Astal. Puis quelqu'un a couru et a crié « Évacuez, évacuez !» Et tout le monde s'est mis à courir. Ce garçon dans l'ambulance vient d'une famille de Al-Astal. Nous sommes déplacés chez eux. C'est comme si un tsunami avait frappé l'endroit et il y a des missiles partout. Soudain et sans avertissement préalable, un missile a frappé, provoquant ce massacre horrible qui a fait 17 martyrs et 13 personnes qui sont toujours portées disparues. Cet endroit abrite des personnes déplacées de Rafah et du nord. Nous sommes venus ici dans une zone que l'occupation prétend sûre, dans la région de Al-Mawassi à l'est de Khan Younes. Des scènes apocalyptiques où les missiles ont transformé le camp en un champ de ruines. Les habitants peinent à retrouver les corps de leurs proches. C'était une explosion énorme et effrayante. Chaque endroit s'est transformé en boule de feu. Nous n'étions pas conscients de la situation. Mon fils et moi avons été projetés. Nous avons volé dehors. Beaucoup de gens étaient à l'intérieur et sont morts. Qui sait si quelqu'un est sorti vivant de l'intérieur? Nous étions assis devant nos tentes et soudain l'explosion d'un missile a secoué la région et une boule de feu a illuminé l'endroit. Quelques secondes plus tard, nous avons vu des restes de martyrs. Il s'agissait de femmes et d'enfants sans défense dans leurs tentes. Cette énième tragédie endeuille une région déjà vulnérable où la douleur est omniprésente dans les cris des mères qui cherchent leurs enfants, des pères qui creusent à main nue dans les décombres et des survivants
qui se demandent ce qui reste à sauver. Car ici, à Al-Mawassi, plus qu'ailleurs, on n'a même pas le temps de pleurer. Et des blindés des forces de l'occupation ont tiré en direction des environs de Tel El-Hawa et des zones d'El Mina et d'Ansar dans la ville de Gaza, tandis que des tirs par intermittence ont été signalés à l'est du camp d'Al-Marazi, dans le centre de la bande de Gaza. Des frappes où plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés. Dans le secteur de Yarmouk, il y a eu moins 20 martyrs et d'autres personnes ont été blessées. La situation est difficile. Nous avons récupéré les restes d'enfants sous les décombres. Ils étaient déchiquetés. Toutes les personnes visées sont des enfants et des civils. Il n'y a pas de militants du Hamas ou du Fatah. Ce sont tous des civils. C'est une honte ce qui se passe. Ce n'est pas juste. Nous en avons assez. Et je vous en parlais en titre, l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a accusé ce jeudi l'entité sioniste de commettre un génocide contre les Palestiniens depuis le début de l'agression à Gaza. Et ce, dans un rapport qui, selon la responsable de cette organisation, doit servir de signal d'alarme à la communauté internationale. Nous avons examiné tous les éléments qui devaient être pris en compte et à la fin, la seule conclusion raisonnable que l'on pouvait formuler était qu'Israël avait l'intention et a l'intention de commettre un génocide. Il peut le faire en même temps que ses objectifs militaires. Il peut le faire en plus d'oblitérer ou de se débarrasser du Hamas. Il n'y a absolument aucun doute. Nous avons examiné tous les éléments de preuve de manière globale. Ensemble, nous avons identifié le modèle de conduite, la répétition des actes qui ne pouvaient s'expliquer par l'insouciance, qui ne pouvaient s'expliquer par le manque de connaissances. Nous avons examiné les faits cumulatifs de ces actes les uns après les autres. Nous avons examiné l'impact incroyable des crimes commis par Israël au cours des 14 derniers mois. Nous avons examiné l'intention de commettre un génocide communiquée par les responsables du cabinet de guerre, la déclaration qu'ils ont faite appelant à des actes génocidaires et ces actes, ces mêmes actes qui se sont produits peu de temps après. Et l'entité sioniste a intensifié sa campagne de désinformation contre l'UNRWA en utilisant des publicités commerciales, notamment des panneaux d'affichage dans plusieurs villes du monde et des annonces Google payantes sur plusieurs sites web, appelant à démanteler cette agence. C'est ce qu'a notamment relevé l'agence olusienne sur son site internet. Et devant l'ampleur de ces massacres, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Philemon Yang, a appelé à ce que cesse l'horreur à Gaza. L'ambassadeur palestinien a lui réclamé une nouvelle fois un cessez-le-feu. And call to order is 57th plenary meeting. More than 43,000 Palestinians have been killed. Plus de 43 000 Palestiniens ont été tués et plus de 100 000 blessés, la plupart d'entre eux étant des civils, des femmes et des enfants. L'horreur à Gaza doit cesser. Chaque heure, chaque jour, de plus en plus d'enfants, de femmes et d'hommes palestiniens sont victimes de cet assaut israélien abject.
Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ce génocide, de sauver des vies, de libérer des prisonniers et des otages et de préserver l'espoir d'un avenir différent. Nous le savons tous, il s'agit d'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. C'est ce que nous demandons chaque jour depuis 14 mois. Et quasiment tout a été réduit en cendres à Gaza, les universités aussi. Certains étudiants n'ont pas abandonné les cours pour autant. Ils peuvent désormais suivre des cours à distance depuis Toronto au Canada. Et ce grâce à leur enseignant qui a réussi à fuir la bande de Gaza quelques jours après le 7 octobre 2023. Même lorsque je vous raconte ces belles histoires, je me sens simplement de plus en plus coupable. J'aurais dû être là-bas. Tant qu'il y aura des Palestiniens, nous devrions continuer à faire fonctionner nos institutions sur le sol de Gaza. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle nous avons décidé d'être d'accord. Il faut commencer quelque chose. C'est sur une base volontaire. Nous devons commencer à faire quelque chose. Pour donner un message très clair au monde entier, oui, ils ont détruit nos infrastructures, oui, ils ont détruit nos bâtiments, oui, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais nous sommes toujours en vie et nous continuerons parce que c'est en fait une responsabilité pour nos étudiants, pour notre nation et pour notre futur État indépendant à l'avenir. Dans l'actualité également, Liban, l'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu, entré en vigueur la semaine dernière, à l'heure où certaines ONG ont déjà entamé le processus de reconstruction suite à plus d'une année de bombardement des forces sionistes, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Nous avons veillé à ce que les centres ne soient pas abandonnés. Une fois le cessez-le-feu en vigueur, nous avons opéré dans différents centres comme Aïn Ar-Rammani, Salim Slam, Ashrafiyé et Borj Hamoud. Une fois le cessez-le-feu entamé, nous sommes venus directement ici en raison de l'importance de ce centre. Il est très important qu'il continue à fonctionner en permanence. C'était déchirant, c'est triste, on se sent brisé. C'est comme toute notre vie. Nous avons passé la plupart de notre temps ici. Nous y passons plus de 10 heures par jour et même le dimanche. C'est le sort de ma maison aussi. Mais ce qui s'est passé ici a brisé mon cœur bien plus. De nombreux habitants de Haye Selloum fréquentaient notre centre et lorsque cet incident s'est produit, tous les habitants ont été attristés et ont commencé à pleurer en disant ce centre est notre maison, que s'est-il passé et que comptez-vous faire si Dieu le veut, nous le restaurerons. La nuit où j'ai su qu'il y aurait une frappe près du centre, j'ai pleuré et je n'ai pas réussi à m'endormir. Je suis venue ici le matin pour voir le centre et la douleur était immense parce que nous avons ouvert ce centre en 2014 et que j'ai tout construit ici de mes propres mains. Et toujours s'agissant du Liban, le coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire au Liban, Imran Riza, a souligné que le cessez-le-feu en cours au Liban, en proie à une agression sioniste depuis plus d'un an, restait fragile, exprimant le soutien de l'ONU au gouvernement libanais à tous les niveaux. Le responsable onusien s'exprimait à l'issue d'une visite sur le terrain hier à Nabatieh au sud. Allez, restez avec nous à suivre l'édition africaine. Et tout d'abord, l'Assemblée générale des Nations unies qui vient d'adopter lors de sa 79e session une résolution sans vote concernant la question du Sahara occidental,
inscrite à l'ordre du jour sous le point relatif à la mise en œuvre de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple colonisé, dans laquelle elle a réaffirmé le cadre juridique de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation, infligeant ainsi un nouveau revers au régime de l'occupant marocain. Ainsi, l'Assemblée générale a pris acte du rapport du secrétaire général de l'ONU daté du 24 juillet 2024 et présenté à cette session. Un plan stratégique entre l'Espagne et l'Afrique pour les années 2025 à 2028 a été dévoilé ce jeudi à Madrid. Il inclut le renforcement des liens économiques, diplomatiques, mais aussi la création de voies légales de migration. Cela s'est fait notamment en présence du président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Je suis convaincu que cette rencontre marquera un tournant décisif dans les relations de coopération entre l'Espagne et l'Afrique. Et pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'Afrique est déjà un partenaire clé pour l'Espagne. L'Afrique est déjà un partenaire clé pour l'Espagne et son importance continuera de croître dans les années à venir. Les échanges commerciaux avec le continent africain dépassent ceux de l'Espagne avec l'Amérique latine. Au cours du prochain trimestre, nous allons lancer une stratégie de mobilité de la main-d'œuvre qui vise à établir un modèle de migration qui profite à la fois aux pays d'origine, aux migrants et aux pays de destination. Nous voulons créer des canaux sûrs et légaux qui renforcent les systèmes de formation, en particulier la formation professionnelle dans les pays africains, afin d'éviter que les personnes qui se retrouvent entre les mains de mafias qui pratiquent le trafic d'êtres humains ne risquent leur vie en mer sur la côte atlantique, et afin de permettre la circulation des talents entre nos peuples. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est promouvoir des réseaux de collaboration entre nos universités et nos centres de recherche. Toujours dans l'actualité africaine, la première femme élue présidente de la Namibie, Nedumbo Nandi Ndaitwah, du parti au pouvoir, la SWAPO, a dit reconnaître plutôt l'importance de cet événement pour les femmes de ce pays d'Afrique australe. Pour elle, cette élection est l'une de celles qui brise le plafond de verre pour une femme namibienne. Comrades, fellow Namibians. Camarades, chers compatriotes namibiens, en tant que femme, je suis la première à admettre que mon élection à la plus haute fonction du pays est certainement l'une de celles qui brise le plafond de verre pour une femme namibienne de diriger à ce niveau. Dans ce contexte, les choses ne se passeront pas comme d'habitude. Camarades, je vous aime tous, mais vous pourrez me haïr. Mais haïssez-moi parce que je vous aime et je veux faire ce qui est bon pour vous. Et je le répète, les choses ne se passeront pas comme d'habitude. Nous devons changer radicalement notre façon d'aborder la détresse de nos concitoyens, en particulier des communautés opprimées et vulnérables. Le moment est venu de s'attaquer à toutes les zones d'ombre connues et aux défis auxquels nous sommes confrontés sans crainte ni faveur. Je vous en parlais en titre, le président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol s'accroche au pouvoir, son parti s'opposant à la motion de destitution qui doit être mise au vote samedi au Parlement après la tentative ratée du chef de l'État d'imposer la loi martiale dans le pays. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce soir dans le centre de la capitale sud-coréenne, Séoul, pour demander sa destitution. À la suite de cet incident, j'ai décidé de participer à la manifestation avec la conviction que je ne pouvais plus laisser la République de Corée à Yoon Suk-yeol et que je devais le mettre en cause cette fois-ci. Je pense que le parti du pouvoir devrait se joindre à la procédure de destitution de l'Assemblée nationale prévue après-demain et que le peuple coréen devrait prendre l'initiative de la destitution de Yoon Suk-yeol sans baisser les bras ni fermer les yeux.
Je suis venue avec la conviction qu'il fallait que je vienne ici. Je pense qu'il devrait aller au bout de la destitution, suivre une procédure régulière, faire l'objet d'une enquête et assumer tous les coups. Je vous en parlais également en titre. En France et au lendemain d'une censure historique, le président français Emmanuel Macron a reçu ce jeudi Michel Barnier, démissionnaire, avant de consulter les présidents des deux chambres du Parlement et de s'adresser aux Français à 20h. Mohamed Wali Ben Chaban. La France traverse une crise politique historique. Ce matin, le Premier ministre a annoncé sa démission, marquant ainsi la fin du mandat gouvernemental le plus court de la Ve République. Après seulement 91 jours passés à la tête de l'exécutif, Michel Barnier quitte l'hôtel de Matignon, pris dans un tourbillon de crise et d'instabilité. Les Français appellent et attendent de la stabilité. La chute du gouvernement Barnier a été précipitée par l'adoption hier soir d'une motion de censure déposée par l'opposition de gauche et d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Avec 331 voix en faveur, la motion a scellé le sort du gouvernement, contraignant le Premier ministre à remettre sa démission au président Emmanuel Macron. Cet événement marque un tournant politique inédit, témoignant des profondes divisions au sein du paysage parlementaire français. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable. Ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement a été censuré par le Parlement. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Le président de la République devra en tenir compte. Fait exploser la colère. Cette démission intervient alors que la France fait face à des crises sans précédent. Les grèves se multiplient, paralysant les transports et d'autres secteurs stratégiques. À cela s'ajoutent des tensions sociales croissantes. Nous voulons passer un message solennel à Emmanuel Macron, notre président de la République, qui va s'exprimer ce soir. Il faut qu'il écoute ce que les organisations syndicales, ce que les salariés ont à lui dire. Il faut qu'il joue son rôle de président de la République, à savoir défendre l'intérêt général. Il n'y aura pas de gouvernement qui tienne dans la durée s'il ne répond pas aux exigences sociales. Avec cette démission, Michel Barnier entre dans l'histoire comme le Premier ministre ayant occupé la période la plus courte à Matignon depuis l'instauration de la Ve République. Et dans ce contexte d'instabilité en France, les agents publics étaient en grève et manifestaient ce jeudi pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Une mobilisation très suivie dans l'éducation qui intervient en pleine crise, je vous le rappelle, politique au lendemain de la chute du gouvernement. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a dévoilé ce jeudi des objectifs concrets pour améliorer le quotidien des Britanniques dans une tentative de relancer son gouvernement au plus bas dans les sondages. We've been absolutely campaigning with a smile on our face, a spring in our step, because we've got our plan for change. Notre plan pour le changement est le programme de gouvernement le plus ambitieux et le plus crédible depuis une génération. Et nous acceptons le risque qui l'accompagne. Car s'il n'y avait pas de risque, s'il n'y avait pas de résistance, des blocages ou d'obstacles à éliminer, alors, aussi sûrement que la nuit suit le jour, ce serait le signe que nous ne sommes pas sérieux dans notre volonté d'apporter le changement. Et je ne ferai jamais cela. Le mandat était pour le changement, et le changement, c'est ce que nous allons apporter. Dans le conflit russo-ukrainien, le chef de la diplomatie russe a accusé ce jeudi les pays occidentaux
de ne pas prêter attention aux mises en garde du président russe Vladimir Poutine, alors que les capitales occidentales réfléchiraient à l'envoi de forces de maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Votre question contient toutes ces fantaisies qui ne font qu'aggraver la situation et montrent que les personnes qui véhiculent de telles idées préfèrent ne pas entendre les mises en garde très claires que le président Poutine a exprimées à plusieurs reprises. Et avant de nous quitter, retour dans ce journal sur la validation par le comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de l'inscription du dossier de l'Algérie, costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et ce lors de la 19e session de ce comité. Asma Laïda. L'Algérie a réussi à inscrire l'habit traditionnel algérien féminin sur la liste représentative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de costumes portés par les femmes algériennes lors des cérémonies de mariage ainsi que durant les occasions spéciales, à savoir le kaftan el-Qadi, la gandoura et la mlahfa. Cette reconnaissance prestigieuse honore le patrimoine culturel millénaire algérien. Célèbre le classement de cet élément si important avec beaucoup de fierté parce qu'il constitue aussi un élément très important issu vraiment des tripes de l'Algérien, à savoir tous les savoir-faire par rapport au tissage, la confection des tenues. Là, c'est une reconnaissance aussi d'un élément très présent dans la vie de nos habitants, de nos citoyens au niveau des Algériens depuis des siècles. Zoher Balalou, ministre algérien de la Culture et des Arts, estime que cette inscription est une reconnaissance des efforts des chercheurs algériens dans le domaine. Les chercheurs de nos centres de recherche sont très compétents en matière d'élaboration des dossiers de classement. Nous avons déjà classé plusieurs éléments sur la liste du patrimoine mondial. Et cette fois-ci, on a mis le maximum pour chercher l'information vraiment partout dans l'Est algérien, dans les villages, au niveau des villes et même au niveau de certains foyers qui détiennent encore ce savoir-faire qui est très important, qui constitue une de nos valeurs culturelles nationales. L'Algérie fait partie des premiers pays à avoir ratifié la Convention de l'UNESCO de 2003 qui concerne la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez, l'Algérie a ratifié les grandes conventions internationales. La Convention de 2003 qui se préoccupe et sauvegarde le patrimoine culturel immatériel. Nous avons inscrit un certain nombre d'éléments sur les listes de l'UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions-là que l'Algérie a ratifiées. Entre parenthèses, l'Algérie a ratifié la Convention de 2003 comme premier État au monde. L'UNESCO a également annoncé l'inscription du henné au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce dossier conjoint a été présenté par 16 pays arabes, dont l'Algérie, qui a exprimé sa volonté d'inscrire cet élément patrimonial sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une pratique culturelle qu'elle partage avec de nombreux pays du monde arabe et qui a toujours été liée à la femme à travers les temps. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.